Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de cette saison 4 de Les Traîtres. Un épisode vraiment hyper important, clairement jusqu'à maintenant le meilleur épisode de la saison pour moi. Il s'est passé plein de choses, pour autant un épisode critiquable, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, notamment à la fin de cet épisode. Vous êtes obligé de rester jusqu'au bout pour savoir. Oh là là, ce youtubeur, c'est incroyable. Bref, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu des séquences mémorables, mais vraiment, un excellent épisode. Même si je vais faire des remarques parce qu'il y a des choses qui m'interpellent, voilà, et qui me dérangent parfois, mais franchement, l'épisode était de très grande qualité. Tout était bien, je l'ai pas vu passer une seule seconde, ça s'est enchaîné, c'est allé hyper vite, c'était hyper dynamique, bref, j'ai passé un excellent moment. Alors, le vendredi, c'est une journée très chargée pour moi, avec beaucoup de cours, et donc j'arrive souvent, je suis un peu épuisé. D'habitude, donc là, ces derniers temps, j'attendais le samedi pour pouvoir tourner, mais là, j'ai tellement envie, je suis tellement impatient, j'ai tellement envie de vous parler de ce programme, que je sors la vidéo tout de suite, donc j'espère que la fatigue se sentira pas trop et que j'aurai toujours le même dynamisme. Mais voilà, si j'ai l'air un peu plus fatigué que d'habitude, c'est peut-être le cas, je m'en excuse, voilà. Mais on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Alors, parlons de cet épisode. Un épisode qui évidemment va démarrer avec la table, puisqu'on n'avait pas eu la table finale lors de l'épisode précédent, et donc on va démarrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Ils se retrouvent autour de la table, et donc on va pouvoir trancher. Alors, malheureusement, comme je l'avais dit la semaine dernière dans la partie spoiler de la vidéo, le résultat de la table avait été doublement spoilé. Alors il avait été spoilé parce que dans les images, on voyait que Log5 n'était pas présent, et de surcroît, on voyait que son portrait avait été grisé dans une des séquences qu'ils avaient laissées. Donc, la séquence avait malheureusement un peu moins de sel et d'intérêt, puisque on savait déjà vers où cela menait. Ceci étant, c'est pas parce qu'on savait où ça allait qu'on passe pas forcément quand même un bon moment. Et au contraire, on a passé un très bon moment. Alors, celui qui va démarrer la table, c'est Anthony Colette, qui va démarrer et qui va lancer. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que, je sais pas si vous avez vu, avant de parler, il a bu un coup comme ça, il a fait... Et tu avais l'impression qu'il allait annoncer un truc grave, tu sais, genre tu bois un coup pour te donner de l'énergie. Bon, finalement, il commence à te dire, je vais balancer ce que j'ai en tête. C'est mes doutes sur Adil Rami. Alors il avait déjà expliqué les doutes la semaine dernière, vous vous en souvenez, avec la question donc des pleurs, est-ce que c'était des vrais pleurs, etc. Et avec les doutes qui avaient été émis par rapport à l'épreuve qu'on avait vue. Bon, le raisonnement se tient toujours autant, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, petit fun fact ou pas fun fact, mais alors là ça peut faire Inception si il regarde à nouveau cette vidéo. Mais Anthony Colette a regardé la review de la semaine précédente sur sa chaîne Twitch et je le remercie puisque voilà, il a plutôt passé un excellent moment. Donc voilà, j'espère que peut-être qu'il en repassera un encore très bon ce soir ou sur cette vidéo, en tout cas s'il la regarde. Donc ça fera un côté Inception un peu bizarre, mais c'est pas grave. J'espère que ça ira. En tout cas, ce raisonnement-là, il se tenait. Et pour moi, il avait toujours sa pertinence et pourquoi pas. En tout cas, il l'a bien défendu. Celle qui va ensuite relancer, et là, justement, je peux m'appuyer sur le live d'Anthony. Anthony n'était pas d'accord avec moi sur le rôle de Sophie. Alors moi, je vais là, les images me donnent raison, puisque Sophie revient à la charge, et revient à la charge en remettant sur le tapis avec la même chose que la semaine précédente. C'est-à-dire, il y a 15 personnes aujourd'hui, il y a 5 candidats qui étaient dans la pièce, et donc je suis certain que parmi les 5, il y a une personne qui est un traître. Je pense que c'est Log5. Et Log5 qui avait quand même plutôt bien manœuvré pour que cette histoire ne ressorte pas particulièrement, elle va le remettre dans la purée, et elle l'avait déjà fait la semaine précédente, et là elle le refait. Mais là elle le refait en y allant, mais alors en y allant complètement, c'est-à-dire qu'elle va vraiment le pousser dans la boue. Ce que je comprends pas, c'est qu'elle lui a dit pourtant que quand ils ont discuté ensemble, elle a expliqué que sa stratégie n'était pas volontairement pour l'éliminer. C'est ce qu'elle nous avait dit la semaine dernière. Finalement, là, cette semaine, là, il n'y a même plus de débat, elle est là pour l'éliminer, elle est là pour le pousser dans les ronces et qu'il disparaisse. Et donc Log5, qui a du mal à se défendre, il essaye de se défendre, le bougre, mais franchement, il est mal barré. Il va être mal barré d'ailleurs dans toute la discussion.
Et Sophie va pas arrêter de relancer une pièce sur lui. Alors au début, elle cite pas vraiment son nom, elle dit « Je suis sûr qu'il y a quelqu'un parmi les 5 qui est traître ». Et puis après, finalement, à force un peu d'orienter le débat s'oriente sur notre ami Log5. Alors on comprend la stratégie, c'est l'idée de « Je protège Adil Rami », puisqu'en plus la table a commencé sur Adil Rami, peut-être d'orienter sur Log5, mais ça reste un traître. Alors je dis ça, c'est quand même une stratégie intéressante des traîtres, d'éliminer un traître eux-mêmes, et donc de s'assurer d'être considérés comme loyaux jusqu'à la fin du jeu. Ça c'est très bien. Mais, et encore on en reparlera, parce que cette stratégie peut être à double tranchant, et on en reparlera avec l'accueil qui a eu lieu au petit déjeuner, où il s'est passé des choses très intéressantes. Mais là, on se retrouve donc dans une situation où Log5, qui ne sait pas trop comment jouer, et pas trop comment gérer cette information, se retrouve mais alors poussé vers la sortie et il va avoir énormément de mal. Et Adil Rami va plus ou moins boiter le pas. Alors en plus ça fait vraiment de la peine parce que quand tu vois Log5 qui est, vous savez, dans les séquences facecam en interview, et là il fait je pensais au moins que les traîtres me soutiendraient, seraient avec moi, m'aideraient et tout. Pas du tout. Ils constatent évidemment minute après minute qu'ils sont en train de l'abandonner et ils vont l'abandonner. Petit spoiler, donc vu qu'il s'en va, ça je l'ai déjà dit, on le savait déjà la semaine dernière, mais en tout cas il s'en va. Il a été très sport parce qu'il aurait très bien pu lancer un petit scud, je peux vous dire qu'il y a une personne qui a voté contre moi qui est un traître, tu vois, il aurait pu balancer ça, il l'a pas fait. Il y a eu des saisons où on a sous-entendu des choses avant de partir, un peu une forme de vengeance. Là, c'est pas le cas. Il a été sport, il est parti, il n'a pas fait d'esclandre, voilà. C'est à ce moment-là, alors pour des raisons qu'on comprend même pas, j'ai même pas compris vraiment le projet, où Hugo en profite pour, sur le groupe de 5, lancer sur Raquel Garrido. Enfin, il part sur Raquel. Et là, Raquel, qui donc se sent attaquée, puisque bon, il y avait Log5, mais elle aussi, elle rentre dans les critères, eh bien, elle dit: vous savez que récemment, dans ma vie politique personnelle, j'ai été accusé de trahison, et c'est quelque chose qui m'affecte énormément, et donc, non, je ne suis pas une traître, et croyez-moi, le fait qu'on m'accuse à tort m'affecte énormément, et ça me gêne, et on la sent assez émue, Raquel, et évidemment ça fait référence évidemment à sa carrière politique avec la France Insoumise et les actions et les agissements de ce parti envers les gens qui sont dissidents, où véritablement on a cette impression de secte, c'est-à-dire quand vous quittez la secte, on vous démolit comme jamais, et c'est quelque chose qui est assez terrifiant en termes de République et autres, et c'est vrai que c'est inquiétant. Elle l'a pas dit comme ça elle, mais on sent ce côté de je me suis senti un peu comme la dernière des merdes. Je pense qu'elle a raison, mais elle n'est pas la seule, il y en a d'autres évidemment qui ont payé très très cher le fait de ne plus suivre le gourou, et je pense que ça c'était très clair, et pour autant dans le montage ils n'ont pas laissé, tu vois, elle a été quand même relativement tranquille entre guillemets, on sentait qu'elle en avait gros sur la patate. Je pense qu'en vrai, il n'y a pas assez d'articles et de gens qui ont fouillé ce sujet, parce que ça n'intéresse peut-être pas les gens paradoxalement, mais je pense que c'est un sujet qui mériterait bien plus d'intérêt si ça intéressait véritablement les gens. En tout cas, preuve que c'est pas le cas et qu'ils en ont rien à faire. En tout cas, cette séquence était assez touchante. On s'y attendait un petit peu, peut-être aussi, parce que pour ceux qui connaissent un peu sa carrière, on la connaît, mais pour info, hein, son mari, Alexis Corbière, est dans la même merde, même si lui a été réélu, etc. C'est la même chose, il se fait traiter de pestiféré comme pas permis. Donc, et pour info, ces trucs-là étaient tournés il y a déjà un petit moment, mais ces choses-là existaient déjà. Bref. On n'est pas là pour parler de politique pure, c'est juste pour dire que cette séquence a été laissée par M6, ils auraient pu l'enlever s'ils estimaient qu'elle était gênante, mais en fait, cet argument-là a tellement servi Raquel que je pense qu'ils se sont dit on peut pas l'enlever, parce que ça fait pas de la très bonne pub pour un parti politique. Je pense pas forcément que l'émission ait envie de se faire politiser de cette manière, critiquer, pas critiquer, etc. Mais là, c'est tellement utile dans le propos de Raquel, et en plus Raquel va être la personnalité de l'épisode, que je pense qu'ils ont pas pu le couper, parce que je sais pas s'ils l'auraient pas coupé si ça avait pas servi la narration, parce qu'en vrai, c'était la vérité, mais la vérité est pas toujours facile à entendre parfois. Sophie, bon, Raquel, elle en reprend une couche, mais bon, elle s'est bien sauvée. Donc, Sophie, elle rattrape la balle et elle relance sur Log5. C'est-à-dire que, en gros, elle dit Raquel innocente, hop, je remets sur Log5. Donc Log5, il est de toute façon foutu.
C'est pour ça que je vous dis que le spoiler était pas si grave, parce qu'en vrai, le fait qu'on sache que Log5 s'en va, en tout cas moi je le savais, en fait c'était tellement inéluctable, ce qui était tellement en train de se faire lâcher par Sophie Tapi et Adil Rami, surtout Sophie, qu'en vrai, on le voyait venir gros comme une maison, quoi. Et donc, à ce moment-là, eh ben, même Adil Rami va voter contre Log5 et donc il va se faire abandonner. Alors je vous donne quand même les résultats. Raquel, 3 votes contre elle, quand même. Je trouvais que sa défense avait été plutôt bonne, mais ça n'a pas suffi. Bianca, 2 votes. Nicolas, 3 votes. Log5, 6 votes, dont Adil Rami et Sophie Tapi. Cospiel, 3 votes. Et Seth Gecko, 1 vote. Et pour information, Jade avait trouvé la dague et donc lui a permis d'avoir un double vote contre Nicolas. Bon, ça n'a pas eu un impact majeur autour de la table, mais en tout cas c'était intéressant. On n'a pas eu par contre de raisonnement de pourquoi elle vote pour ça. Hein. Ça par contre, des fois on a des raisonnements, des fois on n'en a pas. Voilà, des fois ça sort un peu comme ça. Alors par exemple pour Cospiel, si vous me demandez, Cospiel, il y a Francis Huster, il est bloqué sur Cospiel. Ça me rappelle la stratégie qui avait été menée l'année dernière par un candidat qui n'avait pas arrêté de matraquer sans aucune véritable raison un candidat en le nommant à chaque semaine. C'est vrai que ce n'est pas une stratégie particulièrement intéressante dans le jeu parce que, en fait, si tu t'es trompé et que tu te trompes, ça veut dire que tu vas te tromper jusqu'au bout, quoi. Donc c'est dommage de ne pas essayer peut-être d'aller voir autre chose. C'est sûr que s'il avait raison, on se dirait il a raison de s'acharner, hein. C'est toujours, hein, c'est l'histoire qui juge, hein. Mais là, il n'y a même pas en plus de vrai raisonnement en plus, donc c'est ça qui gêne. Il y aurait un raisonnement, il y aurait un vrai truc, on comprendrait. Honnêtement, pour Cospiel, c'est pas si clair, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, bah, évidemment, Log5 est éliminé, vous l'avez compris. Il se présente et il dit « J'étais bien un traître ». Il part dignement, il s'en va, il lance pas de pique ni quoi que ce soit, et il s'en va. Là, les traîtres et les loyaux exultent. Évidemment, Adil Rami et Sophie Tapi, surtout principalement Sophie Tapi, qui sait, un peu comme Juju Fitcat ou comme d'autres, quand ils ont poussé un traître vers la sortie, s'assurer une forme de légitimité de « je suis une loyale et c'est certain que je suis une loyale ». Alors on va le préciser parce que le lendemain matin, il va se passer un truc qui est super intéressant, mais on en reparle juste après. Mais le fait de jeu va les aider. Il va y avoir un fait de jeu qui va les aider parce que sinon, je pense qu'il y a un argument qui est sorti le lendemain matin qui aurait pu être mieux exploité, mais ça ne sait pas ce qui va se produire. Alors, ensuite, donc on a discussion donc, entre traîtres. Et là, au tout départ, au montage, tu as l'impression qu'ils essaient de dire « Ah, les traîtres, par exemple Adil Rami qui constate qu'en fait, il n'a pas eu de vote contre lui, et que donc il n'était pas particulièrement en danger, et donc il n'avait pas de raison d'abandonner Log5. Mais en vrai, ça, par contre, la séquence, je trouve, est terrible, c'est que bah, ils n'ont aucun remords. C'est-à-dire que Adil Rami te fait un peu comme s'il en avait, non il n'en a pas du tout. Sophie Tapi n'en a pas du tout, elle, bon ça on l'avait compris. Adil Rami, quand ils vont se retrouver ensemble, ils sont très contents, ils sont contents de leur coup, il y a une forme de jubilation dans la séquence. Voilà, il n'y a pas de débat quoi. Il lui reproche à Log5, donc déjà il lui rejette toute la faute, c'est-à-dire que s'il a été éliminé, c'est pas de notre faute, c'est de la sienne, et surtout parce que il ne jouait pas suffisamment. Alors ça a été expliqué la semaine dernière, en fait, je pense que c'est lié au fait qu'il était traître, et que à ne pas vouloir faire d'erreur, il s'est trop retiré du jeu, et peut-être que ça lui a été reproché par les traîtres de pas être assez actif dans le jeu, peut-être. En tout cas, bon, il s'est en allé, et effectivement, ça a assuré quand même, surtout pour Sophie Tapi, une certaine notoriété de loyal, et on en parle dans quelques instants. Arrive Eric Antoine, et là, Eric Antoine leur dit, vous pouvez faire un bannissement, classique, ou alors, vous pouvez, comme chaque année, je propose un recrutement d'un nouveau traître parmi les loyaux. Donc un loyal peut devenir un traître. Alors super intéressant, il propose, il dit, la personne pourra accepter le lendemain soir. Enfin, elle va pas accepter le soir même, immédiatement, vous allez lui envoyer le courrier et elle va accepter. Non, elle va avoir toute la journée pour accepter. Moi au début, j'avais pas compris que, au début je comprenais que elle allait accepter, mais qu'on allait le savoir que seulement la nuit suivante. Non, 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 non. Elle a toute la journée pour décider. On ne sait pas qui est choisi au départ. Il y a 2 pistes proposées. D'abord, donc déjà, bon, évidemment, ils choisissent pas de bannissement. Ils choisissent de recruter quelqu'un. Je pense qu'ils ont raison. On en reparle à la fin de l'émission. Et ils se disent, on peut prendre Raquel Garrido, ou potentiellement Dominique, la maman de Sophie Tapi. Alors, les 2 raisonnements, c'est que Raquel est plutôt une loyale
qui a prouvé sa loyauté parce que son discours a quand même eu un impact intéressant autour de la table et que donc ça peut être très intéressant de miser sur elle parce que là, il y a beaucoup de soupçons qui ont disparu sur elle et là, bah, ça peut être le moment de la faire devenir traître. Et pour Dominique, c'est plutôt le côté assez imprévisible. Sophie explique en fait que vu qu'elle a un côté imprévisible, les gens peuvent pas imaginer qu'elle soit traître. Parce qu'en fait, elle agit déjà un peu bizarrement et donc il n'y a pas de raison qu'ils s'imaginent plus qu'elle est traître maintenant ou pas. Moi, je me suis dit, quand je les ai entendus, c'est Raquel qui a été choisie. Voilà, il y avait deux pistes. À part si vraiment, au final, on nous avait brainfuck et que ça aurait été une troisième personne, mais je me suis dit, c'est Raquel qui a été choisie. Spoiler, c'est Raquel qui a été choisie. Finalement, ils arrivent au petit-déj. Au petit-déj, déjà, il y a un élément, c'est que les candidats arrivent et il y a Sophie qui arrive. Et Sophie, elle arrive, il y a les loyaux qui sont là, ils font « Je pensais que tu ne serais pas là ». Et elle aussi, elle dit « Bah moi aussi, parce que bah, j'ai quand même provoqué particulièrement l'élimination d'un traître. » Et ça aurait pu être la puce à l'oreille aux gens. Parce que la puce à l'oreille, ça va te dire « Tiens, pourquoi il y a une loyale... pourquoi les loyaux n'ont pas éliminé cette... les traîtres, pardon, n'ont pas éliminé cette loyale qui est à 100% loyale puisqu'elle élimine des traîtres. » Ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Sauf que le fait de jeu, c'est que personne n'a été éliminé, puisqu'ils choisissent un nouveau traître. Et donc, ça protège Sophie. Et en fait, il est probable que le deuxième fait de jeu qu'on va avoir à la fin de l'épisode va encore plus protéger Sophie. C'est parce qu'on va pas se projeter, on va pas se dire, tiens, pourquoi Sophie n'est pas éliminée? Pourquoi Sophie n'est pas éliminée? Parce qu'en fait, les traîtres ne font pas de choix d'élimination. Et donc, ça peut pas les mettre la puce à l'oreille. Et pourtant, il y a un peu au départ cette idée de, tiens, elle n'est pas éliminée, ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Pourquoi elle n'est pas éliminée? Elle devrait être éliminée. Elle a prouvé par A plus B qu'elle est la loyale. Elle devrait être éliminée. Un traître, pardon, qui joue correctement, élimine Sophie Tapie à ce conseil. Puisqu'il n'y a aucun doute que tu peux créer pour faire croire que potentiellement elle est une traître. Donc, le jeu est fini. Mais vu qu'il y a ce possibilité que quelqu'un devienne un traître, évidemment, eh bien, c'est un élément qui peut être intéressant et qui peut servir. Et là, arrive la déclaration. Alors, cette déclaration, elle est super importante. Il s'est passé un truc. Anthony Colette arrive le matin et il propose une solution. Puisque, bon, ils entendent parler donc du fameux, il peut potentiellement y avoir un nouveau traître autour de la table. Et il propose, si quelqu'un a reçu la lettre et a refusé, il doit le dire, enfin, il peut le dire d'ailleurs, maintenant, pour à la fois s'innocenter comme loyal absolu et donc gagner notre confiance, et pour lui, il n'y a aucun danger. Et là, je l'ai écouté, je ne suis absolument pas d'accord. On est bien d'accord que le raisonnement que je viens de tenir pour Sophie Tapie, qui vient, si elle n'était pas traître, vient de prouver, pour moi de façon incontestable, qu'elle est un loyal. Là, quelqu'un qui lèverait la patte, à ce moment-là, qui te dit « Je jure, j'ai reçu la lettre, j'en ai rien à faire, je suis loyal, je reste loyal », bah c'est quelqu'un en qui on va plus jamais douter dans le jeu. Donc les traîtres, à la prochaine table ronde, doivent l'éliminer. Au prochain bannissement, pas à la table ronde, prochain bannissement, ils doivent l'éliminer. Le boulot des traîtres au bannissement, c'est d'éliminer les gens sur lesquels il n'y a aucun doute. Les gens où tu te dis, ces gens-là, c'est sûr que c'est des loyaux. On en a parlé la semaine dernière avec le cas de Yohan Ryu. Yohan Ryu, il n'y avait aucun doute sur le fait que c'est un loyal, il doit partir. Et bien là, si un ou une candidate déclare directement autour de la table « Je suis loyal », on m'a même opposé d'être traître, je suis loyal, je refuse, voilà. Bah, tu fais tes bagages. T'iras pas au bout du jeu, ça c'est une certitude. Quel intérêt ont les traîtres de te garder dans le jeu? Zéro. Donc, la candidate ou le candidat en question, pour moi, se tire une balle dans le pied. Et pour Anthony Colette, il y a un raisonnement comme ça de se dire, si vous nous dites ça, bah, c'est une bonne, il n'y a aucun risque. Pour moi, il y a un risque majeur. Majeur. Et pour moi, il fallait surtout pas faire ça. Surtout pas. C'est ce qui va se produire dans le jeu. Ça va nous offrir une super séquence. Donc je vais pas non plus critiquer, parce que ça nous a offert une super séquence. Mais, je pense qu'en termes de jeu, en termes de stratégie de jeu, pas d'accord. Pas d'accord, pour moi, c'est
très mauvais. Mais donc là, il lance cette phrase et pour information, à ce moment-là, personne ne mord. Et donc, constat un peu rapide, c'est peut-être que donc le traître sélectionné, potentiellement, a accepté, puisque personne ne parle. On découvre à ce moment-là que c'est Raquel qui a reçu la proposition. Sauf qu'on découvre que Raquel n'a pas encore ni accepté ni refusé. Enfin, en tout cas, à l'image, ils ne nous ont rien dit. Alors probablement que peut-être elle avait déjà pensé à dire non, ça m'intéresse pas. Mais dans le montage, ce qu'ils ont gardé, c'est Raquel est en hésitation. Bon, on va voir que son hésitation, évidemment, va avancer. Bon. À ce moment-là, on a des petites séquences marrantes avec Liane Folly qui conduit la bagnole et Francis Huster qui a peur à l'intérieur. Ensuite, Francis Huster est dans la voiture et là, sans raison apparente, il va lancer des accusations sur la nouvelle traite, c'est Raquel. Alors, il s'avère qu'il tombe juste puisque c'est elle qui a reçu la proposition, mais il n'y a pas vraiment de raisonnement, mais il va pas lâcher tout l'épisode. Francis Huster, Raquel Garrido, il y a un peu, on a l'impression que c'est un film Marvel. Tu sais, t'attends la confrontation, et il va y avoir la confrontation à la fin de l'épisode. Et donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et quand elle va arriver, tu fais oh là 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 là, bah ça va un peu retomber. Mais c'était beau sur le papier, parce que c'était vraiment marrant. Ensuite, Seth Gecko, là, il revient sur la pomme. La pomme, il en est mort pas. Et là, lui, dans la nuit, il a eu une révélation. La révélation divine. Il s'est réveillé un matin, il a fait « C'est Bianca qui m'a donné la pomme. C'est Bianca qui m'a donné la pomme. Je m'en souviens, enfin, qui m'a montré la pomme. Elle m'a pas dit « Tiens, il y a une pomme, je la ramasse. » Non, elle m'a dit « Tiens, il y a une pomme, ramasse-la. S'il te plaît. » Il n'y avait pas de côté méchant, mais juste. Et donc, ça met la puce à l'oreille à ça, il faut. Et pourquoi Bianca, elle l'a pas ramassée elle-même? Et Seth Gecko, il fait « Ah ouais, pourquoi elle l'a pas ramassée elle-même? Pourquoi elle m'a demandé de la ramasser? Parce qu'elle voulait que je la touche. Et si elle veut que je la touche, c'est que c'est une traître qui voulait que je sois éliminé. Bon, il s'avère que j'avais l'amulette, mais en vrai, elle m'a manipulé pour que je touche la pomme. Et donc là, il y a vraiment... L'étau va se resserrer sur Bianca tout au long de cette deuxième partie de l'épisode, où en fait cet argument est tellement fort, tellement puissant, dans un jeu dans lequel il y a beaucoup d'interprétations, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas tellement d'indices, etc. Mais là, il y a un indice majeur, un fait de jeu majeur, même s'ils ont faux, hein, mais il y a un fait de jeu majeur. Il y a une interprétation majeure. Ils ont l'argument massu, elle ne peut rien faire, elle va passer l'épisode à vivre l'enfer. Elle va trouver une solution. Cette solution, je vous en parle à la fin. Enfin, dans quelques minutes. Je suis pas très fan, parce que pour moi ça rajoute trop de drame à ce jeu. Mais il faut reconnaître que là, elle était dans les cordes, mais vraiment en mode combat de boxe. Et elle était à deux doigts du chaos, quoi. Il faut être honnête, hein. Bon. En tout cas, à ce moment-là, on a une épreuve donc du mariage, ils ont appelé ça comme ça, avec plein de petites épreuves. Donc par exemple, il y a eu une dégustation dégueulasse, avec, bon bah il y a Anthony Collette, il a deux doigts de crever, Adil Rami c'est dégueulasse, on a l'impression qu'il va mourir, Cospiel on arrive même à vomir, et à ce moment-là c'est très drôle parce que Cospiel me vomit, et Anthony Collette qui est là qui fait, je comprends quand il vomit son assiette, que je me suis fait chier à manger ce truc dégueulasse pour rien. Oui, merci, Captain Obvious, effectivement. Ouais, effectivement, c'est mal foutu, c'est dommage. Je suis désolé, mais là, c'est foutu. Et donc, effectivement, ce binôme-là n'aura pas accès à l'antichambre. Ensuite, il y avait une épreuve où il fallait transporter des verres sans les faire tomber. Il y avait une épreuve avec une sorte de sculpture Kapla, mais c'était des cercueils, mais en gros, c'est le jeu du Kapla, où il faut retirer des bouts de bois, et puis bah, la tour, elle tombera à un moment donné. Voilà. Il y a Sophie Tapi qui va avoir une bonne stratégie pour faire tomber la tour, entre guillemets. Elle va vraiment faire une très bonne technique pour qu'à la fin tu puisses pas mettre ton bout de bois correctement. On a une épreuve de labyrinthe enflammé qui était plutôt stylée visuellement, mais qui nous ont vachement expédié. Alors est-ce qu'ils se sont dit que la séquence n'était pas ouf, mais visuellement c'est vrai que ça rendait plutôt pas mal. Il y avait Francis Huster et je trouvais que voilà, la séquence rendait bien, mais ils l'ont vachement expédié au montage. Bon, ils ont préféré montrer la dégustation, ils ont plus traîné sur la dégustation. On revient, et là, Inspecteur Francis. Alors là, l'inspecteur Francis a été dit comme ça dans le programme, avec l'enquête sur qui a été contacté par les traîtres. Et donc, il va faire un entretien, un interrogatoire. Et alors là, il va nous citer, parce que alors là, moi, ma passion pour l'histoire géo est folle. Il dit, je suis dans la résistance. Je suis Jean Moulin, carrément Jean Moulin, tu te calmes. Et je cherche le traître qui m'a trahi
puisque vous le savez certainement si vous avez ouvert un bouquin d'histoire, que Jean Moulin a été trahi et a été torturé et évidemment mort pour la France. Et donc, il reçoit les gens en entretien. Et les gens se plient à son entretien. Oui. Alors ça nous offre des séquences marrantes. Notamment, il y a Adil Rami qui franchement est à mourir de rire. Anthony Colette qui va même se moquer particulièrement parce qu'il dit en fait il parle, mais il pose aucune question de toute façon. Donc tu risques pas de démasquer le moindre traître puisque de toute façon il est plus ou moins persuadé de ce qu'il dit. Et là il y a Francis Huster, donc là le montage est magnifique d'ailleurs, très drôle, vraiment très drôle, il est fait pour être marrant et c'est vraiment bien foutu. Et c'est à ce moment là que Francis Huster nous déclare à l'écran, je fais exprès d'avoir l'air un peu loufoque. En fait, parce que, moi, mon objectif, c'est que la traître que j'imagine être, enfin, en tout cas, la loyale qui est devenue traître, que j'imagine, quand elle va arriver, elle va pas se méfier. Et donc, il est toujours focus sur Raquel, et il s'avère qu'il a raison. Mais il aurait pu se tromper, hein, mais il s'avère qu'il a raison. C'est bien Raquel, la traître. Enfin, en tout cas, celle qui a reçu la lettre. Il la reçoit, et donc là, il a une cible Raquel. Et donc là, on nous retise que Raquel va se présenter, mais on ne la diffuse pas tout de suite. On fait encore monter la sauce. Malheureusement, ça va un peu décevoir, cette séquence. Mais je trouve que, tu sais, t'avais vraiment envie de voir. Et puis, bah, bon, c'était pas aussi ouf que ce que c'était prévu, mais j'étais hyper impatient de voir le face-off Raquel-Francis. Tu sais, t'avais presque envie de prendre du popcorn. Je pense que les autres candidats ont dû se dire, oh là là, vite, on a hâte de voir ça. Ça sera un peu décevant. Et bah, on revient sur la pomme. Et Adil Rami, il n'est pas devenu idiot. Il a un très bon argument. Elle, de toute façon, c'est une loyale, il faut la virer, bah, il revient sur la pomme. Et donc, Bianca se rend compte qu'on reparle de la pomme. Elle dit, Savgeko, il reparle de la pomme. Donc elle va voir Savgeko. Elle lui dit, mais alors, qu'est-ce qu'il fait que tu reprends de la pomme, etc. Et à ce moment-là, il y a Jade Leboeuf qui intervient et qui relance aussi sur le fait que pourquoi tu l'as pas ramassé toi-même. Et donc là, bah, l'étau se resserre, et Bianca, elle pleure. Je vous expliquais tout à l'heure l'émotion. Alors, je sais que c'est facile de juger. On est là, on est chez nous, moi je suis personne, etc. C'est facile de juger. J'en ai bien conscience que ce que je fais, c'est facile. Mais c'est vrai que pour ce jeu, je trouve que quand t'as une tendance à pleurer, ça a une tendance à vouloir t'innocenter. Tu vois, t'es là, tu pleures, tu chiales, et ça veut t'innocenter. Mais ça donne, je trouve, si à chaque fois que quelqu'un est accusé à tort, il finit par pleurer, et que tous ceux qui pleurent sont évidemment des innocents, bah, ça risque de tuer le jeu, entre guillemets. Mais bon, c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'argument est tellement fort, tellement fort, qu'en fait, elle est prise au piège, quoi. Et donc elle pleure, mais ça n'est pas non plus si percutant que ça, parce que les gens se disent aussi, bah elle pleure peut-être parce qu'elle se rend compte aussi qu'elle peut rien faire, et qu'elle est au bout du bout, quoi. Et elle pourrait être une bonne comédienne aussi. Mais bon, c'est comme ça. Et justement, là où c'est intéressant, c'est qu'Anthony, je parle beaucoup d'Anthony dans cette vidéo, mais ce ne sera pas peut-être le cas dans les épisodes suivants, parce qu'il sera peut-être moins présent. Mais là, Anthony, justement, qui avait relevé cet état de fait sur Adil Rami, qui avait pleuré trop facilement, et ça lui semble bizarre, là, il est plutôt dans les trucs inverses. C'est qu'il dit Bianca, là, elle pleure pas facilement, elle pleure vraiment, et ça l'innocente. Voilà. Donc Anthony est capable de différencier des pleurs, on va dire, fake, alors qu'en vrai, ceux d'Adil Rami étaient réels, c'est juste qu'il a raison sur le fait. Mais les pleurs de Bianca sont effectivement bien réels, donc pour l'instant il a vu juste en tout cas. Et il dit même, une décla, il fait, elle serait même, si jamais ses pleurs sont faux, une meilleure comédienne que Francis Huster. Ça tire à balles réelles, qu'est-ce qui se passe? Et donc là arrive, passe décisive, Francis Huster, Raquel Garrido, le face-à-face. Rocky Balboa, Apollo Creed, épisode 2, qu'est-ce qui se passe? Rocky 2, qui va tomber au sol. Bon... Malheureusement, voilà, ça aura pas un impact énorme. Alors il va quand même y avoir des phrases qui vont être incroyables. Comme l'a dit Klaus Barbie. Putain, on parle de Klaus Barbie sur M6 à un jeudi soir dans le plus grand des calmes. Je rappelle que Klaus Barbie, évidemment, hein, homme qui a torturé, qui a déporté les enfants d'Isieux, etc., etc. Bref, homme particulièrement abject s'il en est, qui s'était barré en Amérique du Sud, qu'on a fini par attraper, qu'on a condamné dans une prison, évidemment, parce que d'ici là, on pouvait plus le condamner à la peine de mort, etc., etc. Bref, un personnage tout à fait terrifiant, comme d'habitude, quand on parle de cette période. Et donc, c'est vrai que c'était beau, et il revient sur cette phrase de Klaus Barbie, sur Jean Moulin, il dit « Jean Moulin a été trahi par un de la résistance ». C'est fort probable, évidemment. Et donc, il y a la discussion qui s'installe, mais je peux pas m'en empêcher, hein, j'aime bien les références historiques, donc j'ai trouvé ça beau. Alors par contre, j'aime bien les références historiques, évidemment ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave, c'était marrant.
Enfin marrant, vous m'avez compris. Il propose de dire « Je refuse de faire partie des traîtres ». Il propose à Raquel de lui dire « Écoute, comme l'a proposé Anthony, il faut que tu le dises. Il faut que tu dises « Je refuse de faire partie des traîtres ». Comme ça, on va essayer d'être persuadé de ce que tu nous dis. Bon. Et là, tout le monde va partir à la table. À ce moment-là, il y a une discussion qui mène à pas grand-chose. Et il y a Raquel qui prend la parole. Et Raquel, à ce moment-là, va faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que Raquel va dire à la table « J'ai reçu la lettre. Je ne serai pas traître. Parce que, raisonnement de tout à l'heure, j'ai été trop meurtri qu'on m'accuse d'être une traître, de trahison par mon parti politique précédent, avec des êtres abjects avec lesquels j'étais, qui m'ont fait vivre l'enfer, et ont travesti mon honneur, etc., etc. Et donc là, je le dis dans ce jeu, je suis une loyale, je reste loyale, je resterai loyale. C'était très beau. Ça nous a fait une séquence formidable. Évidemment, elle a vraiment du poids avec la séquence de la table précédente. Elle est presque un peu émouvante. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit au tout départ. Voilà, c'est vrai que c'était une séquence, la purge dans le parti a été particulièrement rude à l'époque. Et donc, elle dit, ils ont décidé de ne pas venir, mais de me recruter. Et moi je le dis, c'est non. Elle refuse. Elle refuse. Et par contre, elle précise bien, je ne sais pas qui est traître. C'est pas précisé sur la lettre, évidemment, bah, sinon ça aurait été un peu trop facile. Donc elle ne sait pas qui est traître. Et là, il y a une séquence d'applaudissements. Mais je ne vais pas redire ce que j'ai dit au tout départ, c'est que pour moi, Raquel, par cette décision, vient de s'innocenter de façon absolue. C'est-à-dire que Raquel n'ira pas au bout. Il n'y a aucune raison de garder Raquel dans le jeu. Lors de le prochain bannissement, Raquel doit être éliminée. C'est une évidence. Évidence. Et ce fait de jeu amène que Sophie Tapie, qui aurait dû être éliminée, et qui paraissait donc l'évidence à éliminer, puisque c'est une loyale également incontestable, eh bien, il s'avère que ces faits de jeu-là, le fait qu'elle ait refusé, le fait que là, en plus, ils vont pas rebannir aux prochaines, juste après cette table-là, eh bien, amène que Sophie, on peut oublier le truc qui a été dit au tout départ, c'est pourquoi Sophie est encore là. Bizarre. Elle est complètement loyale. Pourquoi elle reste dans le jeu? Les traîtres, pourquoi ils la gardent? Peut-être parce qu'elle n'est pas si loyale. Ouais, tu vois. Et ça, ce truc-là, il va disparaître. Parce qu'en fait, là, on va faire 2 tours de table où il n'y aura pas de bannissement. Et donc ça va disparaître dans l'esprit des gens. Et à force, le jeu continue. Et cet argument-là, qui était un argument super intéressant, ne va pas être exploité du tout. Je pense, dans les suites, on verra si ça revient autour de la table. Je ne sais pas si quelqu'un osera en parler. Ça serait bien. Mais je pense qu'à mon avis, là, les faits de jeu sont particulièrement favorables pour que Sophie Tapie puisse s'en sortir et puisse complètement faire oublier ces histoires. Finalement, il faut bien qu'on lance des accusations. Et donc les accusations partent sur Jade Leboeuf, qui est accusée par Raquel. Et qui, Raquel, vient de clairement se prouver comme... de prouver qu'elle est loyale. Elle dit un argument super fort. Elle a été la première à accuser qu'il y avait quelqu'un qui a dû changer de camp. C'est-à-dire qu'elle a été la première à sous-entendre ça. Et qui aurait potentiellement eu un changement dans la nuit. Et cet argument est fort, parce que à ce moment-là, on ne savait pas au petit déjeuner que c'était déjà le cas. Et elle va dire, en fait, c'est parce que je regarde le jeu depuis longtemps, et donc je connais bien le jeu, et donc je suis familière avec les règles, et donc je sais qu'un traître peut être, un loyal peut devenir traître. Mais c'est vrai que cet argument est bon parce qu'on ne peut pas s'imaginer potentiellement que c'est vraiment à ce moment-là. Et donc on se dit peut-être qu'elle a plus d'informations que ce qu'elle en a. Alors moi je trouve que ça aurait été, si elle avait été vraiment traître, une erreur débile. Mais ça suffit, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément toujours de bons événements, mais en tout cas ça suffit. Et Anthony va relancer sur Jade en sortant pour moi le meilleur argument. Parce que cet argument-là pour moi n'est pas suffisant. Il est bon, ça suffit pas. Mais là, Anthony, hop, carton rouge, on appelle la VAR, il lui a arraché la cheville. Parce que là, il lui sort le meilleur argument, c'est dit, t'avais une dague. Et tu l'as utilisée sur Nicolas. Et pas sur Log5. C'est-à-dire que cette dague, qui aurait pu donc être un élément super important, et Log5, il a voté Nicolas également. Log5, qui était traître, a voté Nicolas. Donc tiens, bizarre, le traître qui s'en va, t'as voté comme le traître. Super argument, mais bien vu. J'ai marqué sur ma tablette, j'ai marqué pas mal, pas mal. Donc là, t'as 2 arguments massus. Enfin, t'as un premier argument qui pour moi tient pas trop, mais
comme je vous l'ai expliqué, dans les traîtres, de toute façon, il y a un peu de ressenti. Et là, il y a un super argument qui se rajoute. Et là, j'ai pas compris. Hugo décide de révéler que Jade est sa sœur. Alors, Secret Story, le truc, avant de nous a révélé, il a pris la nationalité, je te dis pas, le truc c'était, je vais vous révéler, dans le jeu, en fait, on a décidé de pas faire croire qu'on était frères et sœurs. Enfin, d'ailleurs, cette information, j'en avais entendu parler dans le teasing, j'en avais parlé, ne sert à rien. Vraiment, je trouve que ça ne rajoute rien du tout. Mais vraiment, ça n'a servi à rien, ça ne sert à rien, ça ne servait à rien. Mais justement, quelqu'un qui regarde le programme va me dire, bah si, là, ça l'innocente. Alors j'ai une question, pourquoi ? C'est-à-dire que Hugo, il te sort ça, il te dit « Jade, c'est ma sœur, donc je la connais, donc elle n'est pas traître. » Alors j'aimerais bien savoir avec quel raisonnement philosophique tu peux nous annoncer avec autant de clairvoyance qu'elle n'est pas traître. C'est ta sœur, oui, mais on en a vu dans les traîtres se faire manipuler par leur propre famille, etc. Tu ne serais pas le premier et tu ne serais pas le dernier. Donc en vrai, venir autant être sûr qu'elle n'est pas traître, faut vraiment une grosse piste. Mais ça suffit pour l'innocenter. Enfin, en gros, les gens sont plus ou moins convaincus. Alors, ça va pas suffire parce qu'il aura quand même des votes, mais c'est un élément qui n'amènera pas l'adhésion totale. Pourtant, il y avait des super arguments et ça va pas suffire. Mais moi, je pense que cet argument n'était pas non plus énorme parce que pour moi, Hugo, je suis désolé, mais t'aurais pu te gourer. Mais vraiment, t'aurais pu te gourer. Mais bon. Au final, Cospiel a vote. C'est le vote de Francis Huster, qui va être très critiqué en sortant de la table par notamment Alizé Cornet, qui va lui dire « Mais oh, Francis, tu n'y es pas dans le jeu, quoi. Tu fais n'importe quoi. Tu votes toujours, toutes les semaines contre Cospiel. Tu n'y es pas du tout. Faut que tu arrêtes, quoi. Faut que tu arrêtes. Stop. Là, t'es plus du tout au raisonnement. » Et alors là, il va dire « Mais c'est bon, Cospiel, maintenant, je suis sûr qu'il est pas traître. » On comprend rien. C'est vrai que Francis Huster, faut suivre. Mais bon. 5 votes contre Jade. Donc quand même, preuve que les arguments étaient bons. Et Bianca, 9 votes. Les pleurs n'ont pas suffi. Mais les arguments étaient trop forts. La pomme et tout. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle pouvait rien y faire. Elle pouvait rien y faire. Les arguments étaient trop forts. Seth Gecko, tout était là. Et tout était tellement des bons arguments que ça paraît évident. Et donc il y a une forme d'évidence. Et c'est elle qui s'en va. Alors évidemment, Bianca, elle est loyale. Évidemment, mais franchement les arguments étaient béton et je pense qu'il fallait la faire sortir parce que c'est bien aussi de faire sortir des arguments béton aussi. Hein. C'est-à-dire que là c'est tellement des arguments qui auraient pu polluer le jeu par la suite, il faut la faire sortir. On peut pas en vouloir aux loyaux de l'avoir sorti parce que pour moi les arguments étaient tellement bons qu'il faut la faire sortir. C'est un bon jeu quoi. Finalement, on revient donc aux traîtres qui se retrouvent à nouveau pour faire un bannissement et c'est là où je vais pas être d'accord. Je vous ai dit, je me suis régalé sur ce bel épisode. Je trouvais que c'était très bien. Je suis un peu critique pour moi sur la déclaration de Raquel parce que pour moi, je pense que c'est une mauvaise déclaration. Normalement, elle devrait amener un bannissement de Raquel lors du prochain bannissement. On arrive donc à ce prochain bannissement. Raquel doit donc être éliminée parce que Raquel a prouvé de façon incontestable qu'elle est loyale. Et donc, elle doit être éliminée immédiatement. Mais arrive Eric Antoine. Eric Antoine arrive, il se présente et il dit « Vous pouvez faire un bannissement ou alors vous pouvez faire une autre proposition à un autre loyal. » Et je suis pas d'accord. Ah non, ça me va pas. Ah là, ça me va pas. Alors pour deux raisons. Raison numéro 1, c'est une raison philosophique. Quand ils proposent aux traîtres, enfin, quand les traîtres proposent à un loyal de devenir traître, Eric Antoine te dit un petit peu le côté, c'est quand même un peu risqué comme proposition. Le fait que là, on balaye ça d'un revers de main, en disant, oh c'est pas si grave, vous pouvez refaire, je trouve que ça réduit l'impact aussi de la décision de Raquel de dire, fuck, j'en veux pas. Et ça me va pas moi. Parce que là, ils se sont plantés, ils doivent l'assumer. Et là, ça donnait trop l'impression que les traîtres, ils peuvent se tromper autant qu'ils le veulent, ils peuvent refaire. Moi, je suis pas d'accord. Les traîtres, vous avez chié dans la colle, faut l'assumer. Deuxième chose, ils ont quand même gagné un tour de plus. Parce qu'il y a eu le tour de table, ils ont gagné un tour de plus. Donc, en vrai, c'est une meilleure position encore pour choisir quelqu'un. Parce qu'il y a eu un tour de plus pour prouver que t'es loyal. Donc, c'est aussi un avantage de choisir quelqu'un à ce moment-là du jeu. Et personnellement, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un argument massu pour moi de ne pas vouloir le faire. Et puis alors, une deuxième raison. Alors même si Eric Antoine, j'adore Eric Antoine. J'ai déjà dit que j'adorais Eric Antoine. Je le répète, j'adore Eric Antoine.
Mais là, pour moi, il veut trop que les traites gagnent. Et si on veut que le jeu soit fair, le jeu soit juste, pour moi, Éric Antoine, il est censé aider les traîtres, mais aider les loyaux, sans être neutre. Enfin, en tout cas, animer le jeu. Là, je trouvais que ça donnait trop l'impression que les traîtres ont été mauvais. Bon, on va rattraper le coup. Bah non, ils ont été mauvais. Et j'aurais préféré qu'Éric Antoine arrive presque, tu sais, un peu en mode Joker, un peu narquois. Vous avez chié dans la colle. Vous êtes nuls. Eh ben, bien fait pour vous. Et même, tu vois, ce qui aurait pu être encore plus fort. Parce que vu que les traîtres jouent mal, j'arrête pas de le dire qu'ils jouent mal. Il arrive, il dit, pas de bannissement. Ah ouais, vous avez proposé que... Vous avez voulu choisir un traître? Le traître, il est pas parti? Eh ben, vous vous êtes planté. Planté dans les grandes largeurs. Pas de bannissement ce soir. Vous êtes punis. Tu vois, ça aurait pu être marrant, vu ça irait bien dans son style, tu vois. Mais là, c'est pas ce qui se produit. Il va leur proposer à nouveau la règle, et pour information, ils vont choisir à nouveau de sélectionner quelqu'un pour devenir traître. Alors on n'a pas vraiment de piste, mais il y aurait Seth Gecko ou Liane Folly. Voilà, ce serait... Alors Liane Folly, je crois pas une seconde, je me dis c'est bizarre. Alors Seth Gecko, pourquoi pas? Mais est-ce que Seth Gecko va accepter? Je n'en sais rien. En tout cas, certains pourraient répondre, parce que ça va être la fin de l'épisode, certains vont répondre, ouais, donc on n'a pas la révélation de ce truc-là. Bah il y a quand même un taux de bannissement que tu rates. Donc, quand même, il y a quand même une contrepartie. Oui, mais c'est pas suffisant. En tout cas, de mon point de vue, c'est pas suffisant. Peut-être que pour vous, ça vous suffit, hein. Mais moi, ça me suffit pas. Ça me suffit pas pour une raison majeure, c'est que pour moi, ça donne pas assez de valeur à l'erreur des traîtres. On s'est vraiment balayé comme rien. Et donc moi, j'aurais aimé que là, bah voilà, c'est bon, ils se sont plantés, quoi. Ça semble trop vouloir favoriser les traîtres. Et pour moi, le jeu, il a quand même envie d'être un peu loyal, ce jeu. D'être, voilà, que les loyaux, qui sont en plus en difficulté, parce que c'est très dur d'identifier les traîtres, il y a beaucoup de pifomètres, etc. Là, il y a vraiment un fait de jeu, les traîtres se sont fait prendre à leur propre jeu. Moi, je trouve ça dommage qu'il y ait une proposition, deuxième proposition. Pour moi, il ne devrait pas y en avoir. Ils se sont plantés, faut assumer. Point. Comme je vous le disais, moi j'aurais même été pour une sanction. C'est-à-dire le fait que les traîtres sont nuls, et ben, au revoir. Bon, c'est les traîtres sont au revoir dans le sens, pas de bannissement ce soir. Bon, c'est mon avis. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on refasse une proposition? Peut-être que pour vous, le fait qu'on renonce à un bannissement une deuxième fois est suffisant. Pour moi, non. Voilà, je le dis, pour moi, non. Et ça me dérange. Parce que je trouve que ça oriente trop le jeu à vouloir absolument qu'un traître gagne. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas trop. Parce que j'aime bien le jeu où de me dire, les loyaux, ils ont une chance de gagner. Parce que je rappelle que c'est toujours les traîtres qui gagnent. Hein. Sauf dans l'édition des influenceurs. Mais sinon, c'est toujours les traîtres qui gagnent. Donc en plus déjà que souvent ils ont une tendance à gagner parce que c'est vrai que le jeu leur est très favorable. Et là je trouve que ça rajoutait à ce côté de « Ah, il est vraiment fait pour que les traîtres gagnent ». Et donc est-ce qu'on prendrait du plaisir à regarder un programme dans lequel on a l'impression que c'est pipoté pour faire en sorte que les traîtres gagnent obligatoirement? Bah non, on a aussi envie que les loyaux ils aient une chance de se battre quoi. Si le but c'est obligatoirement que les traîtres gagnent, faut le dire tout de suite, et dans ce cas là, on arrête le jeu et on rentre chez nous. Bah c'est un peu le sentiment qu'il y avait dans cette séquence. Et donc je suis pas fan. Mais dites-moi, vous, parce que peut-être que dans les commentaires, vous serez pas d'accord, je l'ai vu sur Twitter, j'ai balancé ça, et tout le monde n'était pas d'accord. Donc je pense que ça peut être un sujet de discussion dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette deuxième proposition, ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends en commentaire, évidemment, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé? Moi, je l'ai adoré, vous l'avez compris. Je suis plus dubitatif sur la toute fin de l'épisode, mais ça, c'est mon avis, et ça n'engage que moi. Mais ça n'a aucun impact sur ce que j'ai aimé de l'épisode. J'ai apprécié, j'ai passé une excellente soirée, et vraiment, je me suis régalé. Mais dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager, je l'ai déjà dit, commenter. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.